La qualité, me semble-t-il, des intervenants comme le choix des thèmes illustre la place et l'attention que le Sénat accorde au sport et plus particulièrement au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et je le dis parce qu'on ne nous attendait peut-être pas sur ce sujet, peut-être parce que on pense que sénère veut dire âge, alors que sénès veut dire sagesse, expérience, et la sagesse et l'expérience nous conduisent à penser que le sport, les grands événements sportifs, sont des éléments extrêmement importants pour la formation des femmes et des hommes, mais aussi comme des éléments de cohésion dans une nation qui en a besoin. Et les Jeux peuvent être aussi un grand moment de cohésion mondiale dans un monde qui va mal. J'avais quelques minutes de retard parce que je sortais d'un échange sur la situation au Lim de l'Union européenne, vous voyez de quoi je veux parler, et que donc voir le Sénat sur le terrain, et j'ai décidé personnellement, au-delà de la qualité, d'être aux côtés de la Commission, de mes collègues, et le président Estanguet le sait très bien. Le succès de ces Jeux me paraît pouvoir se mesurer à l'aune d'un certain nombre de critères. Je voudrais en citer quelques-uns. Ces Jeux seront d'autant plus réussis, bien sûr, premier critère, que la crise sanitaire sera derrière nous. Ce qui ne constitue pas encore aujourd'hui une certitude absolue. Pensez aux Chinois, vous voyez bien. Ces Jeux marqueront d'autant plus les esprits, bien entendu, que les tribunes seront pleines, accessibles, que les rives de Seine le seront aussi, pour que la fête soit véritablement partagée. Ces Jeux s'inscriront, me semble-t-il, dans notre mémoire au travers aussi des infrastructures construites pour cet événement. Je pense, bien entendu, à l'aréna de la Porte de la Chapelle, au parc aquatique en Seine-Saint-Denis, pour les épreuves et les entraînements. Je n'oublie pas les installations qui ont été conçues aussi ces dernières années afin de renforcer les chances de la candidature de Paris. Élu des Yvelines, je ne peux pas ne pas penser au vélodrome de Saint-Quentin. Je passe quasiment tous les jours à ses pieds. Le stade nautique de Vers-sur-Marne. Et je n'oublie pas, pour le futur, le sport équestre, vous ne m'en voudrez pas, dans une ville qui m'est totalement étrangère, qui s'appelle Versailles. Cette brève énumération illustre à sa manière l'évolution des Jeux Olympiques et Paralympiques, telle qu'elle a été décidée par le CIO. Pendant longtemps, ces Jeux ont occasionné la construction d'infrastructures qui n'avaient jamais imaginé leur place dans l'héritage et dont le coût était difficile à porter. Le nouveau format des Jeux Olympiques et Paralympiques qui sera en quelque sorte inauguré à Paris a fait le choix d'une certaine frugalité dans les équipements et la modération dans les dépenses. Non seulement, il me paraît, à écouter les rapports, à les lire, à vous entendre, le Sénat approuve cette évolution, mais il nous revient aussi, c'est notre rôle de contrôle, comme assemblée parlementaire, de veiller à ce que cet objectif puisse être tenu. C'est une des conditions, me semble-t-il important, pour que nos compatriotes adhèrent à un grand événement planétaire qui, en plus, j'en suis certain, leur fera beaucoup de bien. Concernant le budget, pardonnez-moi, des infrastructures qui relèvent de la Solidéo, et nous avons eu une réunion de travail il y a peu autour du préfet Cadeau, il conviendra de veiller à ce que l'enveloppe soit respectée, en dépit des tensions que nous connaissons sur les matières premières et les prix de l'énergie. Et il n'y a pas que dans le secteur des Jeux que ça nous inquiète. Sans être harpagon, nous sommes attentifs au respect du budget. Je suis dans l'année Molière, vous avez bien compris. Et donc, Monsieur le Président du GOJOPS, la dernière loi de finances a élargi la garantie de l'État. Et nous savons que ce type d'événement a parfois du mal à demeurer dans les clous des prévisions initiales. Les travaux sénatoriaux qui seront donc conduits dans les prochains mois
dans le cadre de la mission d'information créée par notre commission, auront notamment pour objet de s'assurer que les engagements puissent être tenus. Au-delà de ces aspects financiers, il me paraît exister deux sujets qui nous préoccupent et que vous allez aborder cet après-midi. Comment associer les collectivités territoriales à ce grand événement? Ça va être le thème de votre première table ronde. Comment permettre à nos athlètes de briller dans cette compétition aussi, qui aura lieu à la maison? Comme vous le savez, le Sénat est la chambre des collectivités territoriales et les sénateurs attentifs aux réalités locales. Nous sommes donc particulièrement soucieux que l'engagement qui a été pris d'associer les territoires puisse être tenu. L'organisation de ces Jeux à Paris a créé une attente et un espoir. Les territoires se sont organisés pour accueillir des épreuves. Je pense à nos compatriotes de Polynésie française pour le surf et à Marseille pour la voile sur les rives de la Méditerranée. Certaines collectivités veulent pouvoir accueillir des délégations étrangères afin de devenir en quelque sorte leur camp de base. D'autres, enfin, souhaitent diffuser l'esprit olympique en organisant des événements dans le cadre du label Terre de Jeux. Les demandes sont nombreuses et nous voulons savoir comment ces différents projets vont devenir concrètement des réalités. Les représentants des collectivités territoriales pourront présenter certains projets, évoquer les difficultés rencontrées et peut-être pourrez-vous apporter des explications comment les demandes ont été instruites, sont instruites et les moyens mobilisés. Au-delà de l'organisation de ces Jeux, nous sommes également soucieux que le développement du sport pour tous soit préservé, voire renforcé à cette occasion. De 2017 à 2020, nous avons observé une baisse des crédits du sport hors JO de 11%, au moment où les dépenses en faveur des Jeux Olympiques progressaient. Fort heureusement, après une stabilisation en 2021, le budget du sport est en augmentation en 2022, mais quand on l'analyse, c'est essentiellement du fait du pass, qui est un dispositif d'abord à vocation de cohésion sociale et d'une enveloppe dédiée à la rénovation des équipements sportifs. Or, non seulement cet effort en faveur de la rénovation des équipements apparaît assez limité compte tenu des besoins, mais il ne saurait se substituer à une politique ambitieuse en faveur de nouveaux équipements qui seul permettra d'augmenter la pratique sportive. Et vous savez la place et le rôle des collectivités territoriales dans ces équipements. Le Sénat, je le dis devant le délégué, devant les représentants et les responsables de l'Agence nationale du sport, a soutenu la création en 2019 de l'agence. Mais je n'oublie pas que le volet territorial de cette nouvelle gouvernance a mis un certain temps, nous l'avons évoqué il y a 2 semaines maintenant, à se mettre en place, parce qu'il a fallu vraiment attendre 2 ans pour que l'ensemble des conférences régionales du sport soient organisées. On ne sous-estime pas les difficultés générées par des changements institutionnels décidés assez tardivement par rapport à la date prévue pour accueillir les Jeux. Mais je pense que le succès de l'événement est étroitement lié à notre capacité à franchir ces derniers obstacles. C'est vrai, et particulièrement vrai, concernant la préparation de nos sportifs de haut niveau. On a tous l'ambition qu'ils brillent en 2024. Les résultats des Jeux de Tokyo ont mis en lumière un certain nombre de retards dans la mise en place de nouvelles organisations et sur la nécessité de moyens. Depuis plusieurs mois, nos collègues sénateurs, j'ai évoqué Michel Savin, Claude Kern, Jean-Jacques Lozach, bien évidemment, se sont interrogés sur les difficultés de coordination entre les différents intervenants, qu'il s'agisse de l'Agence nationale du sport, de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, des fédérations sportives ou encore des centres de ressources d'expertise et de performance sportive dans lesquels les régions ont investi. Ils ont pu avoir le sentiment que chacun pouvait rester encore dans
son coin ou trop dans son coin et qu'une coordination était nécessaire, avec toujours un risque de rupture dans les dispositifs de suivi des sportifs. Ce risque me paraît avoir été bien identifié puisqu'une convention est en cours de négociation entre l'INSEP et l'Agence nationale des sports, et que le rôle des CREPS devrait, c'est ce que j'ai retenu l'autre jour, je fais le savant mais j'ai été éclairé il y a 15 jours, devrait être étendu au niveau local pour mieux accompagner les sportifs de haut niveau. Alors je pense que c'est le rôle, et c'est notre rôle dans nos débats, et je vous en remercie, de préciser, de nous expliquer comment on franchit ces derniers obstacles, comment on franchit ces dernières difficultés, notamment pour valoriser au mieux nos athlètes et nos résultats en 2024. Vous savez, les Jeux, c'est un moment formidable. Un certain nombre d'entre vous, moi je l'ai vécu du côté ailleurs, mais des responsables, des entraîneurs, c'est un moment qui vous marque pour la vie tout entière. Et c'est un moment qui d'ailleurs contribue à vous façonner et à façonner les autres. Et je pense que c'est un enjeu collectif qui doit rassembler toute une nation. Et rassembler toute une nation, ce n'est pas simplement les responsables politiques dans leur diversité, c'est toute une nation. Et les collectivités territoriales, ça va être notre premier point, sont aujourd'hui, un récent sondage le montrait au début de la semaine, qui a la confiance aujourd'hui des Français sont d'abord les élus du territoire. Et dans ces temps de défiance, ils sont un élément de confiance. Voilà pourquoi la question des collectivités territoriales me paraît aussi essentielle. Je ne prône pas au sens de prêcher pour la chapelle sénatoriale, mais simplement pour l'intérêt du pays et du rôle particulier de notre Assemblée au contact des territoires et au travers du réseau des 550 000 élus territoriaux qui sont un maillon du ciment de la nation. Je vous souhaite d'excellents travaux et j'ai pris un peu de temps pour écouter la première table ronde. Voilà, Monsieur le Président. Merci à tous. Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard Larcher, Monsieur le Président de la Commission Culture, Éducation et Communication, Monsieur le Président du groupe d'études, Madame la Présidente du Comité national olympique et sportif français, chers collègues du mouvement sportif et acteurs également du sport, du quotidien, les représentants aussi des assemblées des territoires, départements et régions, et mesdames et messieurs les sénateurs, merci beaucoup pour cette invitation à venir échanger avec vous. C'est toujours un plaisir effectivement pour Paris 2024 d'avoir l'opportunité de continuer cette coopération, cet échange. Vous l'avez dit, depuis le début, le Sénat est mobilisé pour que ce projet réussisse. On a bien conscience que c'est une fenêtre de tir assez exceptionnelle qui nous est proposée. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux d'été et cette fenêtre ne va pas se représenter de sitôt. Donc nous avons là encore quelques mois pour changer la place du sport dans notre pays. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est bien évidemment pour continuer à enrichir le débat. Cette mission d'information qui débute aujourd'hui, je pense, va être aussi un outil très efficace pour continuer à fédérer largement l'ensemble des énergies positives pour que le sport occupe une place plus importante dans le quotidien des Français. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, on a, nous, cette conviction que le sport peut changer la vie des gens et qu'il a un rôle à jouer en matière de santé publique, en matière d'éducation, en matière de lien social, en matière d'animation territoriale. Chaque week-end, chaque jour presque, des manifestations sportives locales sont organisées et permettent justement d'offrir des moments qui fédèrent et qui permettent de célébrer nos valeurs. Alors peut-être rapidement vous faire un petit état des lieux du projet. Au sortir de 2021, ça a été une année assez décisive pour Paris 2024, cette année 2021, puisque c'est l'année où nous avons officiellement récupéré le flambeau après les Jeux de Tokyo. C'était une année importante puisque en 2021 devait débuter l'ensemble des travaux pour que les délais soient respectés, ce qui a été le cas malgré
malgré la pandémie. Nous avons aussi continué à alimenter cette ambition de jeux spectaculaires, de jeux qui feront la fierté des Français. Et vous avez ici un visuel de ce que pourrait être cette cérémonie d'ouverture sur la scène, beaucoup plus ouverte à la participation du grand public, avec 10 fois plus de personnes qui pourraient avoir accès à ce moment, un moment de célébration, encore une fois, qui mettra en avant le patrimoine français dans les meilleures conditions. Donc, jusqu'à présent, le projet se porte bien. Après 4 ans de travaux, nous avons construit des fondations solides. Nous sommes dans les temps de passage que nous étions fixés au début de cette aventure. Tous les acteurs mobilisés aujourd'hui apportent leur contribution. Et même si c'est un défi inédit pour notre pays, puisque c'est le plus grand événement sportif que la France n'ait jamais organisé. Pour l'instant, tous les indicateurs sont ouverts et restons vigilants pour que ça puisse rester ainsi. Également, un élément de contexte, cette semaine est organisée la semaine olympique et paralympique dans les écoles. 700 000 élèves dans tout le territoire français participent dans près de 5 000 écoles à ce moment où notre objectif, c'est que cette génération 2024, qui malheureusement est de plus en plus sédentaire, puisse bénéficier de l'opportunité des Jeux. On va accueillir le monde, on va accueillir les plus grands sportifs de la planète, mais notre objectif aussi, c'est de faire en sorte que ces jeunes Français puissent être sensibilisés à l'importance et à l'intérêt de pratiquer une activité physique et sportive de manière régulière, quotidienne même, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise à minima 1 heure d'activité sportive par jour pour rester en bonne santé pour les mineurs. Donc on a un vrai défi à relever, et là aussi je voudrais saluer encore une fois tous les acteurs, le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi les collectivités locales qui, grâce à ce label Terre de Jeux 2024, déploient ce programme Semaine olympique et paralympique dans les écoles qui a franchi une étape. On a senti par rapport à l'année dernière une vraie mobilisation, malgré la pandémie, des enseignants qui se sont mobilisés cette semaine pour faire bouger et faire du sport à tous ces jeunes. Alors, on organise le plus grand événement sportif du monde. C'est un vrai défi en matière de logistique. 206 pays, 15 000 athlètes, quasiment tous les sports. C'est aussi la plus grande plateforme de communication, puisque plus de 3 milliards de personnes vont regarder ces Jeux. On va accueillir 20 000 journalistes, et c'est le plus grand programme de billetterie aussi jamais organisé en France. Donc un vrai défi en termes de logistique. Et ça, quelque part, c'est une vraie opportunité, mais depuis le début de cette aventure, on a bien conscience que ça ne suffit pas. La réussite de Paris 2024 ne sera pas uniquement évaluée sur notre capacité à organiser ces 869 épreuves pour accueillir l'ensemble des compétiteurs, même si c'est le premier mandat du comité d'organisation. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a également une ambition en matière d'exemplarité. Une exemplarité sur la sobriété, qu'elle soit d'ordre budgétaire, puisque notre budget est évalué de manière régulière et auditionné et expertisé par un certain nombre d'acteurs. Il est aujourd'hui de 3 900 millions d'euros pour le comité d'organisation, financé par de l'argent privé. Et là aussi, dans les temps de passage en matière de recettes, puisque nous avons atteint notre objectif qui était de sécuriser 2/3 de nos revenus à fin 2021 pour appréhender la dernière ligne droite avec sérénité. Donc pour le moment, d'un point de vue budgétaire, les choses se passent plutôt très, très bien, et on travaille en bonne intelligence également avec la Solideo. Au-delà de cette sobriété budgétaire et aussi du coup environnementale, parce que les deux sont aussi liés, l'idée n'a jamais été de justifier l'organisation des Jeux en investissant massivement dans des infrastructures, mais plutôt d'ouvrir les Jeux à tous les Français et à tous les territoires. Et c'est pas si évident, c'est assez inédit même, je dirais, puisque normalement le cahier des charges du Comité international olympique se limite vraiment au seul territoire qui organise les compétitions. Et depuis l'origine de ce projet, nous avons souhaité effectivement que l'ensemble des territoires, parce que nous Français, nous sportifs de haut niveau, nous savons que nous avons été formés aux 4 coins de la France, dans toutes ces communes, dans tous ces clubs qui, quelque part, croient au sport, qui accompagnent les Français dans la pratique sportive. Et on a envie qu'ils puissent bénéficier de la communication, de la dynamique des Jeux, pour rendre aussi un petit peu cette fierté
tous ces acteurs du quotidien du mouvement sportif. Et c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on a créé ce label Terre de Jeux 2024 pour que les collectivités locales, pour que les représentants du mouvement sportif puissent être labellisés et faire partie de la dynamique des Jeux de Paris 2024. Alors, si je liste un petit peu les principaux sites qui feront la fierté, je l'espère, à la fois des Français, mais aussi de ces milliards de téléspectateurs dans le monde entier qui vont regarder la France, notre objectif a été d'associer le meilleur de la France avec les émotions du sport. Donc, nous aurons des épreuves dans des sites iconiques, bien évidemment. Ce sera le cas ici sur le Champ de Mars, mais sur un site aussi dont vous venez de parler, Monsieur le Président, puisque les jardins du château de Versailles pourront accueillir les épreuves d'équitation. Peut-être une petite parenthèse pour dire que nos sites iconiques accueilleront à la fois les épreuves olympiques et les épreuves paralympiques. Nous avons gardé la même ambition pour les Jeux paralympiques, qui sont aussi un événement assez extraordinaire, qui gagne à être connu. Ce sera la première fois que la France organisera les Jeux paralympiques d'été, et c'est pour cela qu'on a souhaité aussi relever ce défi d'être très ambitieux sur cet événement. Si on continue notre visite, Marseille va accueillir les épreuves de voile. On aura également des compétitions de football dans des grandes villes françaises qui sont dotées de superbes équipements sportifs avec une vraie expertise en matière d'organisation, comme vous le voyez sur cette carte, et ce qui nous permet également, pour la première fois de l'histoire, d'associer un territoire d'outre-mer à l'organisation des Jeux, puisqu'il se trouve que chaque année, au mois d'août, à cette période de l'année, pendant les Jeux Olympiques, est organisée l'une des 5 épreuves mondiales de surf reconnues à Tahiti. Et donc, en 2024, il y aura une mutualisation et on va profiter de la présence de ces meilleurs surfeurs de la planète en Polynésie pour y organiser également des épreuves de surf olympiques. Alors, vous l'avez compris, au-delà des compétitions, c'est comment, dès maintenant, on trouve des solutions, et on remercie vraiment l'implication du Sénat pour nous aider à trouver ces solutions, pour engager les territoires. Parce que, quelque part, la réussite des Jeux, elle va passer par là, dans notre capacité vraiment à être créatif, parce que quand on parle de sobriété, on sait que le comité d'organisation ne pourra pas investir massivement dans toutes les communes de France pour développer la place du sport. Et je pense qu'il faut qu'on sorte aussi de cette logique de la nécessité absolue d'avoir des investissements pour pouvoir créer des actions. Et donc ce label Terre de Jeux 2024, il a été conçu grâce, notamment il a été lancé avec vous, Monsieur le Président, en 2019, ici au Sénat, et avec l'ensemble des représentants des territoires. L'objectif aujourd'hui est d'avoir 2300, nous avons à date 2300 communes qui sont labellisées Terre de Jeux 2024, et un petit peu plus de 2600 entités, quand on associe également les fédérations, les départements et les régions qui sont labellisées Terre de Jeux 2024, pour créer une vraie dynamique collective de toutes celles et ceux dans ce pays qui croient au sport et qui ont envie de trouver des solutions pour faire bouger les Français. Parce que c'est quand même un sport collectif là, qui nous attend. Si on veut vraiment faire bouger les lignes et réussir à ce qu'il y ait un avant et un après Paris 2024, il va falloir qu'on mobilise largement. Et c'est pas pour me défausser, mais c'est pas le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques qui pourra seul relever ce défi de laisser un héritage important pour la France. C'est bien l'ensemble de ces acteurs qui sont les chevilles ouvrières du sport français, que ce soit les clubs, les fédérations, mais aussi les collectivités locales, qui doivent pouvoir se retrouver dans cette dynamique des Jeux en proposant effectivement des initiations, des animations pour la population. Donc un label pour faire vivre les Jeux dans tous les territoires. On a déjà organisé un certain nombre d'actions, cette tournée des drapeaux qu'on a ramené des Jeux de Tokyo, qui sont déplacés en quelques semaines dans plus de 35 villes aujourd'hui pour aller à la rencontre de la population, à chaque fois avec la volonté de valoriser encore une fois les associations sportives locales qui permettent de proposer la pratique du sport, parce qu'on pense que pratiquer un sport dans un club, ça a toujours un peu plus d'efficacité. Donc on est là aussi pour faire en sorte qu'on connecte bien les Français aux clubs de sport qui sont autour de chez eux. Et au-delà de ça, aujourd'hui, ce label Terre de Jeux 2024, il donne accès à un certain nombre de programmes qui sont proposés par Paris 2024. Donc on a parlé tout à l'heure de la semaine olympique et paralympique dans les écoles. Je pourrais citer également le relais La Flamme qui va être
quelque part une vraie opportunité de promouvoir les valeurs des Jeux olympiques et paralympiques dans tout le pays, puisqu'on a fait un appel à candidature sur tout le territoire français pour que tous les territoires qui le souhaitent puissent accueillir le relais de la flamme. Et on a travaillé avec l'échelon départemental parce que voilà, ça nous paraît être un échelon intéressant pour construire ce tracé du parcours de la flamme des Jeux, avec l'objectif, encore une fois, d'associer le mouvement sportif pour que à chaque fois que la flamme se déplace dans un territoire, elle soit portée par des sportifs, elle puisse être devant les Français l'occasion de montrer que c'est possible de faire rêver cette génération 2024. Moi, je me souviens avoir rêvé quand j'avais l'âge de 13 ans devant les Jeux d'Albertville. Je n'étais pas un sportif d'hiver pourtant, mais ces Jeux m'ont marqué à ce moment-là. J'étais déjà dans un parcours de sport, je m'entraînais déjà beaucoup à ce moment-là, mais je n'avais jamais rien gagné dans ma vie. Et quand même, ces quelques sportifs français qui ont gagné des titres à Albertville, je peux vous dire que ça a allumé une petite étincelle et quelques années plus tard, je suis devenu champion olympique aux Jeux de Sydney. Donc je pense que ces moments de célébration, il faut les protéger, il faut les promouvoir, il faut leur donner une chance d'être les plus inspirants possibles, les plus spectaculaires possibles, parce que c'est comme ça qu'on va embarquer les Français dans la réussite des Jeux. Je pourrais également citer un autre programme qui est le Centre de préparation des Jeux, qui permet à tous ces territoires de pouvoir accueillir des délégations internationales, étrangères, qui vont venir se préparer en amont des compétitions. Et donc là aussi, c'est grâce au label Terre de Jeux 2024 qu'on peut identifier toutes ces zones en France qui permettent de pratiquer le sport dans des bonnes conditions. Ici, on a un exemple de la ville de Calais qui, grâce à l'Agence nationale du sport, mais aussi à l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, on a mis en place un certain nombre de programmes qui permettent à ces collectivités de développer des équipements sportifs de proximité. L'Agence nationale du sport finance, je crois, 150 équipements sportifs de proximité par an, accessibles à ces territoires. Et puis, ce design actif, donc c'est un peu le nom de ce programme que vous voyez ici, c'est d'aménager l'espace urbain pour faciliter l'envie, entre guillemets, de donner aux Français l'envie de pratiquer une activité physique, de marcher, de profiter de l'espace urbain tout en se déplaçant de manière physique. Donc, en conclusion, pour ne pas être trop long, moi je pense que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, on est dans une phase aujourd'hui qui est assez déterminante. Les bases sont là. On a tout pour réussir des Jeux qui seront à la fois spectaculaires, mais qui peuvent aussi laisser un héritage dans tous les territoires. Mais on est un peu aussi dans le money time, c'est-à-dire que cette année 2022, elle va être déterminante dans notre capacité collectivement, effectivement, à nourrir cette stratégie collective pour que on soit créatif ensemble sans forcément investir énormément de moyens, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui on est confronté à une réalité budgétaire. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question d'envie. On peut aujourd'hui faire du sport et de l'activité physique et sportive sans forcément avoir une nécessité absolue d'investir lourdement. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on n'est pas ravi quand il y a des crédits qui peuvent se libérer, et on est ravi de voir que le budget des sports puisse être en augmentation, parce que forcément, nous, on a cette conviction qu'investir dans le sport aujourd'hui, c'est se préoccuper de la santé des citoyens, du lien social, de l'éducation. On a parlé d'inclusion avec les Jeux paralympiques. Il y a quand même un certain nombre d'intérêts aujourd'hui à soutenir et à développer la réussite de Paris 2024. Donc je ne serai pas plus long, désolé d'avoir été peut-être déjà un peu trop long, mais en tous les cas, vous remercier à nouveau pour votre soutien indéfectible et vous redire qu'on est à la disposition de cette mission d'information pour continuer à travailler avec le Sénat. Merci. Merci pour cette invitation. Effectivement, depuis la création de l'agence maintenant, en avril 2019, on a eu à cœur, bien sûr, de se rapprocher du comité d'organisation et en lien avec l'ensemble de nos membres fondateurs, au premier rang desquels le mouvement olympique et le mouvement paralympique, de pouvoir tout simplement coordonner les initiatives, les actions pour en maximiser l'impact et puis aussi en démultiplier l'information dans les territoires, ce qui est souvent une des difficultés, de réussir à impulser au niveau national une dynamique et puis faire en sorte que nos nombreux territoires
avoir et accès à l'information et envie de s'engager dans cette dynamique-là. Et donc sur les deux missions qui nous ont été confiées, la première sur le haut niveau et la haute performance, et aussi sur le développement du sport pour toutes et tous, eh bien, on a fait en sorte que finalement la plupart de nos dispositifs s'inscrivent dans cette logique d'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, puisque que l'on parle d'équipements sportifs, d'emplois sportifs, de centres de préparation pour les Jeux Olympiques ou de préparation des sportives et des sportifs, on est bien dans une logique finalement de collectif en direction de 2024 et bien au-delà, de manière à réussir ces Jeux. Donc sur les dispositifs qui ont été mis en place, on a effectivement commencé par faire en sorte de s'appuyer sur le label Terre de Jeux pour développer des équipements sportifs. Et donc on a donné une priorité aux collectivités qui disposaient du label pour développer des équipements sportifs de proximité. Ça a été évoqué par le président du COJO il y a quelques instants, avec 150 équipements de proximité en moyenne depuis 2019, qu'on va pouvoir, suite aux annonces du président de la République du 14 octobre dernier, largement augmenté, puisque on avait fixé ce cap à partir des capacités budgétaires dont on avait la gestion. Et donc avec cette annonce de 5000 équipements sportifs de proximité supplémentaires d'ici 2024, on est sur finalement un cap qui est beaucoup plus fort, puisque dès 2022, on a fixé un budget supplémentaire sur cette dynamique à 100 millions d'euros supplémentaires qui sont tournés prioritairement vers les collectivités terres de jeu, lorsqu'elles répondent aussi à un certain nombre de critères, notamment de territoires prioritaires, puisqu'on a encore des enjeux de rattrapage des équipements sportifs dans nos quartiers prioritaires et également dans nos zones rurales. Donc ça, c'est un engagement qui va être déployé, qui a été engagé dès la fin de l'année 2021, et on commence à avoir les premiers dossiers dès ce début du mois de janvier. Donc là, c'est vraiment une action qui se met en œuvre très rapidement, et un abondement effectivement de 200 millions sur 3 ans, de manière à accélérer la dynamique des équipements de proximité. Il y a d'autres logiques, les équipements structurants qui, bien sûr, ont également énormément de besoins en termes de rénovation. Et pour répondre à la seconde question sur les centres de préparation aux Jeux, eh bien effectivement, lorsque la candidature a été construite, le budget des Jeux a été construit, la Solideo avait mobilisé un volume budgétaire pour accompagner financièrement la remise aux normes ou l'amélioration de l'accueil des sportives et des sportifs étrangers, mais aussi français. Et c'est aussi ça un de nos enjeux, de penser au home advantage et de pouvoir développer nos équipements en faveur de nos équipes de France. Donc on a engagé ce dispositif dès la fin de l'année 2020. En 2021, on a près d'une 60aine de centres qui ont été accompagnés. Et pour cette année 2022, eh bien, l'appel à projet s'est terminé le 31 décembre. On a 93 dossiers de collectivités qui nous ont été déposés. Il nous reste un volume de 6 millions d'euros à ventiler sur ces dossiers. Et donc, on aura une commission d'attribution qui, là aussi, est tout à fait collective, puisqu'on retrouve dans ces commissions d'attribution aussi bien Paris 2024 que la DIJOP, la Solideo, la direction des sports, bien sûr, et puis l'agence dans la coordination administrative et technique de ces travaux. Donc voilà, on continue la mise en œuvre de cette action en direction des centres de préparation aux Jeux. Et j'ai envie de dire, au-delà de ces 20 millions d'euros sur les CPJ, parce que là aussi, ça représente une somme relative au vu de l'enjeu des équipements sportifs en France, on a maintenant un budget au sein de l'Agence nationale du sport pour les équipements sportifs de près de 150 millions d'euros, contre 45 millions d'euros en 2019. Donc il y a eu une prise de conscience pour mobiliser et accélérer la rénovation et la construction des équipements, puisque sur le programme des 5000 équipements sportifs annoncés par le président de la République, on parle bien de création d'équipements, bien sûr de proximité, mais de création d'équipements et non pas que de rénovation. Voilà pour en tout cas me concentrer sur la question que vous avez posée, Président. Monsieur Aloïso, allez-vous venez prendre place. Voilà, là aussi, il est important de vous entendre pour savoir cette dimension territoriale attendue par le COJOP. Le président Estanguet en a parlé, bien entendu, mais concrètement, où vous en êtes actuellement? Est-ce qu'il y a besoin de relancer la dynamique territoriale
Merci. Alors, quelques éléments sur la communauté Terre de Jeux qui continue de grandir. Donc, il n'y a pas de deadline déjà pour rejoindre l'aventure, ça c'est important. Donc, on va avoir besoin de votre aide pour continuer à faire grandir. Les un peu plus de 2000 territoires qui constituent déjà cette communauté représentent un peu plus de 30 millions de Français. Mais on a besoin d'aller encore plus loin. On aura besoin de votre aide en 2022 pour promouvoir ce label et aller chercher l'ensemble des territoires qui nous manquent. Aujourd'hui, on est autour on a un peu plus de 90 départements. Je crois qu'on a 400 des 500 plus grandes villes de France. Mais il y a encore un travail à les fournir pour aller faire grandir cette communauté. Ce qui a été un petit peu délicat, ce sont les activités de ces territoires. On est avec le sport, notamment sur la partie événementielle, qui ont forcément l'an dernier été ralentis. Mais déjà, cette communauté fonctionne, elle continue de se développer et on aura besoin de votre aide pour aller encore plus loin. Sur la partie CPJ, il est également possible encore de candidater. Alors par contre, il ne reste plus beaucoup de temps. Je crois que la deadline est fixée à la fin du mois de mars pour les derniers territoires qui souhaiteraient présenter des centres de préparation aux Jeux, parce qu'ensuite, il y a Pardon. Excusez-moi. Il y a ensuite un travail d'instruction avant de pouvoir communiquer auprès des délégations étrangères pour qu'elles aient l'information suffisamment tôt. Donc, communauté Terre de Jeux, c'est très ouvert. Venez rejoindre l'aventure et n'hésitez pas à promouvoir dans vos territoires ce label. On a besoin de continuer à faire grandir la famille. Sur les CPJ, c'est également ouvert. Ensuite, revenir peut-être sur ce dont parlait Frédéric Sanor. Je pense que la force de ce projet, c'est qu'il y avait déjà depuis quelques années la volonté de, je crois que c'était la signature de l'agence à son lancement, de faire mieux ensemble. Les Jeux nous offrent la possibilité de le faire réellement. Et c'est une opportunité, il y avait cette volonté. Maintenant, il y a l'opportunité de le faire et on l'a fait de manière très concrète sur un certain nombre de projets. Frédéric Sanor parlait des équipements où on se met autour de la table et on essaie de penser un dispositif unique, coordonné. Mais on l'a également fait sur un appel à projet Impact 2024 où l'Agence nationale du sport avait son appel à projet autour de l'impact social du sport. Le Comité national olympique et sportif français avait le sien. On avait le nôtre en projet. Et ben, on s'est tous mis ensemble. On a mutualisé les moyens et on a formalisé un appel à projet unique qui s'appelle Impact 2024. C'est à la fois plus de lisibilité pour les acteurs locaux, c'est aussi une meilleure mutualisation des moyens. Donc c'est vraiment le bon exemple pour nous de ce que les Jeux arrivent à générer. Peut-être revenir aussi sur la manière dont on conçoit le label Terre de Jeux et la manière dont ça va se déployer. Le premier objectif du label, ça a été de se dire il faut qu'on arrive à faire vivre l'aventure des Jeux à tous les territoires. Traditionnellement, Tony Estanguet en parlait tout à l'heure, les Jeux sont relativement localisés. Les Jeux de Londres n'étaient pas tellement ceux de Manchester, les Jeux de Barcelone assez peu ceux de Séville. Et il y avait cette volonté de se dire, finalement, au-delà des épreuves, est-ce qu'on sait faire vivre l'aventure à l'ensemble des territoires ? Et la demande des territoires, on a passé pas mal de temps, alors dès la candidature, mais aussi au début de la phase d'organisation des Jeux, à échanger avec les territoires. La première demande, ça a été une demande assez concrète et pragmatique. Ça a été comment on marque notre soutien au projet et quel logo on peut utiliser. Alors, vous savez que l'univers olympique est assez contraint, donc il y a eu tout un travail de marque et de négociation avec le CIO pour dire on a besoin d'une identité à cette famille et on a aujourd'hui une identité Terre de Jeux. Le deuxième sujet, la deuxième demande de ces territoires, ça a été on a besoin d'informations. Comment on est très connecté au projet, donc on a développé des outils d'information, des webinaires, des supports pour mieux les connecter. Ça, c'était important. Mais il y avait également cette demande d'aller plus loin, et là, c'était des outils et des projets. Tony Estanguet parlait tout à l'heure de la semaine olympique et paralympique. C'est la journée olympique avec le comité olympique français. Ce sont comme ça des projets qui peuvent se déployer partout et qui ne sont pas localisés à Paris ou à la région Île-de-France. Et quelque part, la consigne qu'on se donne, c'est de se dire quand on imagine un nouveau projet, que ce soit l'appel à projet avec l'Agence nationale du sport, la semaine olympique, il faut que ce projet puisse se déployer partout en France et que chaque acteur qui souhaite s'en saisir puisse le faire. Donc ça a été la première ambition, ça a été de se dire on veut partager l'aventure Paris 2024 et faire en sorte que les territoires qui le souhaitent puissent se connecter à l'aventure pendant encore les 2 ans et demi qui nous restent. Donc la porte est grande ouverte. Le deuxième objectif, ça a été de dire les territoires ne nous ont pas attendus pour faire des choses bien au service du sport. Il se passe tous les jours des choses extraordinaires partout en France autour du sport. Et on sait que les Jeux, c'est un coup de projecteur assez unique. On sait que ça intéresse les médias, on sait que ça intéresse les journalistes. Comment on tourne ce projecteur vers ce qui se fait dans les territoires en valorisant ces initiatives au service du sport. Donc ça, c'est notre deuxième ambition, de se dire ce projet Terre de Jeux doit être l'occasion de mettre en lumière le sport, c'est bien fait, de mettre en lumière les initiatives
des territoires, mais aussi d'aller plus loin ensemble. Alors on a pas mal d'exemples concrets, on a un projet de job dating, de recrutement grâce au sport qui se déploie dans les territoires, on a les projets dont parlait Frédéric Sanor sur les équipements ou sur l'appel à projet Impact 2024. C'est finalement cette dynamique qu'on a envie de créer localement. Et puis le troisième enjeu, la troisième ambition, c'est comment ce projet Paris 2024 est l'occasion de mieux créer, animer cette communauté des territoires terre de jeu. On pense que ça fera partie de l'héritage aussi, d'avoir comme ça des milliers de territoires qui, pendant plusieurs années, auront pris cette habitude de travailler ensemble, de porter des projets ensemble, et on pense qu'il restera quelque chose de positif de ça. Pour vous donner un exemple, on avait en décembre le forum Terre de Jeu, je crois qu'on avait connecté au même moment, alors dans un contexte pas évident, je crois plus de 1200 territoires pendant plusieurs heures autour des jeux pour travailler sur les jeux. Donc on a envie que cette dynamique, elle survive aux jeux et que cette communauté soit aussi un héritage de Paris 2024. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la couverture actuelle à travers le label Terre des Jeux? Vous dites 2300 communes, il y a encore de la marge. 2300, je fais un calcul rapide, 2300 communes, 30 millions d'habitants. Comme ça, on a l'impression que c'est plutôt les zones urbaines qui ont répondu. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et si oui, comment aller chercher les zones qui ont moins répondu, si c'est le rural, si j'ai bien, si j'interprète bien? Est-ce qu'il y a un phénomène aussi lié à la présence à proximité d'un site olympique? Je pense notamment dans les 2300, est-ce qu'il y a une représentation importante de l'Île-de-France ou des autres villes directement impactées à proximité d'un site? Alors, sur quelque part cette communauté Terre de Jeu, on a effectivement des grandes villes. Et c'est ce qui nous permet d'aller couvrir ces 30 millions d'habitants. Mais c'est assez varié, parce que, par exemple, on a la plus petite commune, Bellefosse, dans le Bas-Rhin, 170 habitants. Donc c'est bien évidemment une représentation plutôt des grandes villes, mais on sent que, et ça a été aussi une volonté à l'époque, les échanges qu'on avait eus avec l'ensemble des associations d'élus, quand on a construit le label, il y avait en gros deux modèles. Un modèle où on se consacrait aux grands territoires, donc les grandes villes hautes, les régions, les départements, les grandes métropoles, et puis un modèle très ouvert. On avait fait le choix d'un modèle très ouvert en considérant que même un petit territoire de 170 habitants, s'il a envie de s'associer à la dynamique des jeux, il faut que les portes soient ouvertes. Et peu importe ses moyens. Donc on a encore une marge pour aller chercher des gros territoires. Je vous dis, il y a environ une centaine de villes dans les 500 villes les plus peuplées qui ne sont pas encore terre de jeu, et ça va nous permettre de encore faire grandir. Et puis c'est important qu'il y ait cette diversité, qu'on n'ait pas exclusivement les grandes villes. Donc on s'attache beaucoup à mettre en lumière les initiatives des petits territoires également. Pour vous donner aussi un élément, je crois que quelque part le nombre moyen d'habitants sur un territoire terre de jeu, c'est 8500. C'est aujourd'hui la moyenne qu'on a sur terre de jeu. Alors, nous avons avec nous des représentants des associations des collectivités territoriales. Monsieur David Lazarus, qui est derrière son écran, qui est coprésident du groupe de travail sport de l'Association des maires de France, de l'AMF. Monsieur Lazarus, vous nous entendez? Bonjour. Désolé de ne pas être parmi vous, mais j'ai la positive attitude. Oui, vous êtes... Écoutez, l'essentiel, c'est que vous soyez avec nous par l'écran. Je voudrais vous interroger pour savoir où en sont les communes sur cette préparation des JO. Quelle vision vous avez au niveau de l'AMF sur l'attente des communes? Qu'attendent-elles à ce jour pour s'impliquer davantage? Est-ce qu'il y a des demandes particulières de leur part? Alors, mesdames et messieurs, merci de nous solliciter. D'abord, l'Association des maires de France, au-delà de l'ensemble des communes du territoire, se sont associées à la démarche de la candidature. Et on était pas loin de 3000 communes à avoir pris des délibérations pour soutenir notre candidature. Et donc, on s'était bien inscrit dans cette dynamique-là. Et l'AMF est un des partenaires réguliers du COJO. Il faut distinguer. Il y a d'abord les communes hautes qui ont une relation directe et qui travaillent au quotidien, qui d'ailleurs, pour certaines, nous font part un petit peu d'inquiétude, notamment dans la Seine-Saint-Denis, parce qu'elles voudraient être sûres que au fil du temps, la part qu'elles avaient
ne se retrouvent pas un peu démunis. Et puis, il y a les autres communes du territoire. Et là-dessus, moi, les départements qui ont le plus de villes label terre de jeu, me semble-t-il, sont en province, dans des zones où il n'y a pas de zones d'accueil. Et c'est bien là la preuve qu'il y a eu une dynamique. Et j'ai envie de dire que lorsque les membres du comité olympique viennent au Congrès des maires de France pour décerner les labels terre de jeu, c'est un des événements les plus prisés et où il y a le plus d'enthousiasme parmi les maires, et notamment les maires des petites communes. Donc on sent bien cette partie-là. Après, il y a l'autre partie, parce que ça, c'est la partie comment on va construire jusqu'aux Jeux Olympiques sur les territoires et comment pendant les Jeux Olympiques on va faire vivre les Jeux. L'autre partie, c'est celle de l'héritage. Parce que nous nous sommes inscrits aux côtés de la candidature française avec une condition forte de l'héritage. Et l'héritage, c'est un héritage pour nos habitants et il y a un héritage pour nos territoires. Et nous sommes le premier financeur du sport et notamment des équipements sportifs. Et il faut distinguer les centres de préparation des Jeux des héritages. Le plan 5000 équipements sportifs, selon nous, concourt pleinement à la logique de l'héritage de proximité, même si le nombre les conditions de territorialité font qu'une majorité de nos territoires ne peuvent pas en bénéficier. En revanche, sur les centres de préparation des Jeux, ça devait être une occasion aussi formidable de construire l'héritage. Et le COJO avait mis une règle qui nous semble plutôt intéressante, qui était pas d'éléphant blanc pour les centres de préparation des Jeux, c'est-à-dire ne sont labellisés que des équipements sportifs existants ou en construction ou à venir, à la condition qu'ils s'appuient sur une vraie démarche sportive, un club et compagnie. Mais là-dessus, j'ai envie de dire, les moyens n'y sont pas tout à fait au plan national. À titre d'exemple, je suis élu de l'Oise. Le département de l'Oise est extrêmement impliqué dans le soutien, dans la candidature et le soutien au centre de préparation des Jeux. Le département de l'Oise, dès le début, a mis une enveloppe de 20 millions d'euros pour soutenir les 37 CPJ de l'Oise. Eh bien, ce chiffre-là est un chiffre intéressant parce que c'est le même montant que l'Agence nationale du sport a eu à redistribuer pour l'ensemble des CPJ de France. Donc, vous voyez bien qu'il y a un décalage. Et une fois de plus, les collectivités territoriales, notamment avec le soutien des régions et des départements, sont les premières à devoir supporter ça. Alors, Dieu merci, parce que les moyens de l'agence sont importants. L'Agence nationale du sport vient compléter par d'autres dispositifs et soutenir. Mais là-dessus, on sent, c'est un sujet de crispation régulier et on sent bien qu'il y avait une occasion nationale. Monsieur le Président Larcher disait qu'effectivement, peut-être que les moyens ne seront pas toujours à la hauteur des ambitions. Ils sont plus importants ces dernières années, il faut le reconnaître, mais là-dessus, il y a eu une vraie question. Et au-delà des CPJ, il y a celle de l'héritage tout court, et l'héritage doit vraiment passer par des petits équipements de proximité. Le plan 5000 équipements est un vrai défi pour nous tous. Il va répondre sur une grande partie, mais dans la pratique, il exclut les territoires qui ne sont pas ZRR ou QPV. Voilà. Merci, monsieur le maire. J'ai oublié de préciser, vous m'en excuserez, que vous êtes maire de Chambly, dans l'Oise, mais vous l'avez précisé vous-même. Vous soulevez deux points qui sont importants. Peut-être avant de vous laisser répondre sur ces points, je vais donner la parole à madame Sybille Bertaille-Fassert, qui est vice-présidente du département de l'Aube et qui représente l'ADF, bien entendu. Merci, monsieur le président du Sénat, messieurs les présidents de commission, madame la présidente du CNOS. En tout cas, c'est une grande joie pour l'ADF d'être présent et j'ai l'honneur de représenter monsieur Sauvadet. Effectivement, monsieur Lazaru l'a un peu dit, les départements s'investissent énormément dans le projet des JO 2024 et je crois que le premier élan a été effectivement la terre de jeu. On en a parlé au début, mais ça a créé une vraie dynamique au niveau des départements. Ça a permis aussi un travail commun avec les communes, justement, parce que on ne peut pas travailler seul, on peut pas, cet élan-là, il ne peut pas se faire faute de moyens également. Et comme a pu le dire monsieur Lazaru, effectivement, les départements investissent beaucoup sur l'aide apportée aux communes lorsque ce n'est pas leur propre équipement qui se construisent éventuellement.
Beaucoup de projets ont été déjà démarrés dans divers départements tels que l'Oise, la Seine-et-Marne, l'Orne, mais je ne voudrais pas faire une liste à l'après-vert, ce serait regrettable d'en oublier, mais on voit bien autour d'ailleurs du président Patrick Wetten, qui est le président de la commission sport et JOP Paris 2024, nous travaillons régulièrement sur les différents projets. Effectivement, vous savez que les départements sont en charge des collèges, mais bien au-delà de ça, nous développons justement aussi cette dynamique autour du sport auprès des jeunes, car on est bien conscient, comme le disait très justement M. Estanguet, toute l'importance du sport et de son épanouissement. Et c'est vrai que ce label Terre de Jeux a permis encore de le développer. Puis est arrivé le nouveau label CPJ, qui là aussi a été un vrai élan, surtout pour soutenir les dispositifs et de construction de nouveaux locaux, qui permettent, bien entendu, en travaillant avec l'Agence nationale du sport, en travaillant aussi avec la région. On a un représentant de la région. Et c'est ce que je disais, il y a une vraie mutualisation en réflexion. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Hier, la région Grand Est avait réuni les départements pour travailler justement sur un catalogue CPJ. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, comme la conférence régionale des financeurs. C'est quelque chose où le département aura un rôle pivot extrêmement important, et justement dans cet élan des JO. Sans oublier également tout ce qu'on peut travailler autour de l'handicap et du sport. Là aussi, les JO ont été un vrai stimulant pour pouvoir le développer, pour pouvoir créer des établissements mutualisés, que ce soit pour des sports pour personnes en situation de handicap ou pas, et de partager. Ça aussi, ça a été un élan du projet. Et puis, n'oublions pas, ça n'a pas été nommé, Génération 2024. Génération 2024 permet de réunir aussi beaucoup de gens, que ce soit les collégiens, les écoles, mais c'est aussi, ça peut être des étudiants, ça peut être aussi d'autres organismes qui peuvent obtenir ce label Génération 2024 et aussi aller dans cet élan. Donc ça aussi, c'est important. On a parlé, donc, ce qui est important aussi d'expliquer dans un département qui soutient énormément les associations sportives, et c'est de dire, c'est pas une fin en soi. Les JO 2024 sont un stimulant qui va devoir se poursuivre aussi. Parce que ça aussi, c'est important. C'est un peu l'inquiétude parfois en disant, vous investissez, mais quoi après ? Ben justement, c'est de montrer que cette dynamique, elle doit continuer de se poursuivre, voire même encore se développer. Donc c'est tout cet élan, grâce au début depuis 2019 jusqu'en 2024 et bien au-delà, que travaillent les départements tous ensemble et souhaitent encore développer. Et puis il y a un dernier point dont nous sommes responsables, c'est la fameuse flamme qui va circuler dans tous les départements, et ça a été travaillé avec justement c'est nous qui avons cette responsabilité et l'engagement. Donc il y a déjà plus de 80 départements qui ont répondu favorablement. Il faut encore le travailler, j'allais dire, sur le contenu. C'est extrêmement important pour pouvoir le faire ensemble avec les communes, avec la région, et là encore une mutualisation d'un événement qui nous permettra d'aller jusqu'en août 2024, justement, juste avant, et qui permettra d'aller jusqu'au bout de ce magnifique projet. En tout cas, un vrai élan pour les départements, une poursuite de développement, sachant qu'on ne partait pas de zéro,
mais en tout cas, c'est en train de se développer de façon magnifique. Merci. Merci Madame la Vice-Présidente. Mutualisation évidemment aussi avec les régions. Monsieur Kamel Chibli, vous êtes vice-président du Conseil régional d'Occitanie et vous représentez l'ARF. Merci Monsieur le Président Larcher, Mesdames et Messieurs les Présidents, Présidentes, directeurs et directrices, messieurs les sénateurs et les sénatrices présents et puis l'ensemble des collègues à toute strate de collectivité présents aujourd'hui. D'abord, très heureux d'être parmi vous pour un petit peu témoigner au nom des régions de France, et ici je représente Carole Delga, sur l'engagement des collectivités régionales, sur l'attente des régions bien sûr, sur un événement qui a été globalement attendu, qui a été soutenu par les territoires. Ça a été signalé, puisque bien avant que les Jeux deviennent les Jeux à Paris, ils ont été largement soutenus par l'ensemble des territoires. Et l'objectif était d'en faire surtout les Jeux de la France. Et je crois que ce qui a été retenu, à mon sens, modestement, c'est cette spécificité d'avoir Paris 2024, mais il était quelque part ce qui compose notre richesse et la richesse de notre territoire. Quelques points rapides là-dessus sur l'engagement des collectivités. D'abord, c'est un événement mondial qui est très attendu par l'ensemble des territoires. Ruralité, quartier, urbain, périurbain. Tout le monde rêve de ces Jeux. Les Jeux font rêver. Ils font rêver les jeunes, font rêver les moins jeunes, font rêver les territoires. Et on a la chance d'avoir des régions magnifiques, des départements magnifiques, des communes magnifiques, et effectivement une véritable diversité des territoires. Les Jeux, c'est une attente d'abord sur le plan événementiel. Donc avant l'héritage, il faut réussir les Jeux. Mais je crois qu'avec Tony et l'ensemble des équipes autour, on voit bien que ça prend le chemin. Et l'engagement qui a été pris depuis le départ est un engagement aussi de concertation et de partage. Et moi, je veux saluer ce travail-là. Le deuxième enjeu, c'est celui, bien évidemment, de faire en sorte que sur le plan sportif, ça marche, qu'on ait une réussite sportive et qu'on prépare de la meilleure des manières. Et puis là, nous avons les équipes de la performance autour de Frédéric Solla, faire en sorte que les jeunes, j'allais dire presque d'hier, c'est même plus d'aujourd'hui, puisque 2024, c'est dans 2 ans, puissent arriver finalement à arriver au haut du podium et dans le top 3 pour ramener des médailles. Et ce n'est pas une question que de chiffres, mais c'est quand même un enjeu. Et ça a mis en même temps en exergue un certain nombre de difficultés, peut-être parfois sur la performance et sur la capacité à préparer les athlètes. Et j'en veux pour preuve que depuis la loi NOTRe, nous avons récupéré les CREPS, ça a été signalé, donc les centres régionaux de la performance, par les régions. Les régions, et je le dis, ce n'est pas pour une attaque, mais elles n'ont jamais autant investi dans les CREPS que ce qui a été fait auparavant pendant 20 ans. Ça montre aussi et ça démontre que les collectivités territoriales sont aux avant-postes sur les questions d'investissement. Nous avons quasiment investi ce qui n'a jamais été investi pendant plus de 20 ans dans les CREPS. Il était nécessaire. Alors je sais que Claude Onesta nous a fait un rapport, il travaille aux côtés de Frédéric et de monsieur le préfet Cadeau. Mais tout ça pour dire que ça montre aussi les difficultés qu'on a et qu'on a eues. Et je crois qu'effectivement, le véritable sujet pour nous, c'est le travail partenarial entre l'État, les collectivités, et reconnaître les collectivités finalement comme un vecteur essentiel du développement sportif, ce qui n'a pas forcément été le cas, puisque pendant un moment on considère que le sport est une compétence partagée, et j'ai tendance à dire que parfois elle est partagée par personne. Vous savez, c'est un peu le paradoxe de la situation, c'est que ce n'est pas une compétence régalienne. Donc c'est au bon vouloir du volontarisme politique des uns et des autres. Et parfois c'est compliqué. Et en même temps, quand il s'agit de faire un selfie avec un sportif, tous les politiques se battent pour aller faire le selfie qu'il faut, parce que forcément le sport est un véritable vecteur d'attractivité, de développement et on le sait, est très populaire. Donc à ce titre-là, aujourd'hui, le véritable sujet pour nous, c'est la question de l'accompagnement des jeunes, des athlètes. C'est l'accompagnement aussi de l'investissement, ça a été souligné. Je crois que Terre de Jeux est un avant-goût, et finalement le retour que vous avez eu démontre le volontarisme des territoires, l'envie de faire partie de la fête. Et je dirais la vigilance qu'il faut qu'on ait collectivement, c'est de ne pas décevoir. Parce que quand on veut être au rendez-vous de la fête, il n'y a rien de pire qu'à avoir le sentiment d'être oublié. Et on revient sur le système que l'on connaît, c'est Paris et la France et Paris, que l'on connaît tous, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date. Et ça, il faut éviter cet écueil-là. Et pour éviter cet écueil-là, je crois qu'effectivement l'engagement qui a été pris sur Terre de Jeux est très important, parce que Terre de Jeux, ce n'est pas que l'infrastructure. C'est un événement, c'est des associations qui s'engagent, c'est une école, c'est un collège, c'est un lycée, peu importe. Ça démontre le dynamisme du territoire qui a envie de faire vivre les Jeux chez lui. Et ensuite, il y a la dimension CPJ. Alors, c'est quoi CPJ? Pour les régions, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la course à l'échalote, mais plutôt bon. C'est-à-dire tout le monde se bat pour être CPJ. Pourquoi? Parce que centre de préparation des Jeux, ça veut dire base arrière. Si on dit base arrière, ça veut dire valorisation de votre territoire à l'échelle internationale, et donc on parle de vous. Et vous savez tous l'engagement des régions aujourd'hui pour essayer quelque part de vendre son territoire, pas sa région, ses départements, ses communes, ses bâtiments historiques, son patrimoine.
Et je vous rappelle que les Jeux sont en pleine période estivale, donc forcément, il y a quelque chose qui n'est pas neutre, et ça a été dit par Tony, sur le milliard de téléspectateurs qui aujourd'hui effectivement s'engagent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est une attente très forte, je le dis, pour le Sénat vis-à-vis des territoires, et je le dis à Paris 2024, c'est le fait que les CPJ, il faut qu'on travaille avec les fédérations, la présidente du CNOSF est présente ici, sur le fait qu'il faut qu'on arrive collectivement à faire en sorte que les Jeux, au-delà de ne pas être en région, je mets de côté l'histoire du foot avec les quelques stades, c'est très bien, mais c'est bon, ça reste marginal. La voile sur Marseille, bien évidemment, mais il faut faire en sorte qu'effectivement, on arrive à irriguer les territoires, on reste collectivement à 2-3 heures de Paris, voire plus en fonction de là où on habite. Je ne vais pas faire la situation des LGV, de la situation des LGV ici, mais parce qu'il y a un sénateur du Tarn qui est là, donc c'est pour ça qu'il pourrait parler à ma place aussi. Mais juste pour vous dire que je crois que l'enjeu pour nous, c'est de réussir et d'avoir un héritage. Et je le dis, les régions ont investi collectivement. Nous, là, quand on a vu qu'il y avait les CPJ, on a lancé un AMI, un appel à manifestation d'intérêt pour faire en sorte que les communes, qui sont 99% propriétaires des infrastructures, développent leurs infrastructures, parce qu'on sait tous qu'on a des infrastructures qui sont aujourd'hui en situation de précarité. Donc si les Jeux peuvent permettre d'améliorer les infrastructures pour qu'on ait plus de pratiquants, parce qu'on parle tous qu'il faut plus de pratiquants, mais si on veut plus de pratiquants et que les infrastructures sont les mêmes, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on développe, qu'on améliore les infrastructures. Donc là, effectivement, je reconnais qu'il y a eu une augmentation, Frédéric, mais elle n'est pas suffisante, tu le sais, je le dis chaque fois, elle est insuffisante par rapport à l'engagement qui est le nôtre, mais c'est un enjeu primordial. La pratique sportive, puisqu'on parle tous de sport santé, tout le monde fait du sport santé en parle. Mais la vérité, c'est que si vous voulez développer du sport santé, il faut des infrastructures. Donc tout ça pour dire que nos régions sont engagées, à tel point, Monsieur le Président, je le dis ici, j'ai fait la proposition lors du conseil d'administration de Paris 2024, parce qu'il y a la dimension sportive, il y a la dimension économique. On reconnaît que le sport est un vecteur de développement économique important. Et nos régions qui sont tournées aussi vers l'international cherchent à capter à ce moment-là la lumière pour valoriser leur territoire. Et ça, c'est important. Mais il y a aussi la question du vivre à la française et de ce qui compose la richesse. Je sais que vous y êtes très attachés. Je pense notamment à la question de la gastronomie, de nos produits, de nos producteurs, de nos éleveurs. C'est pour ça que la proposition que j'ai faite, notamment pour la cérémonie d'ouverture, c'est d'avoir finalement un espèce de village des régions qui peut un petit peu raconter l'histoire de ce qu'est la France, dans sa composition, dans sa diversité. Et je crois que ce serait une très belle manière, au-delà de l'aspect sportif, de partager, en tout cas à l'échelon international et national, ce qu'est la France et ce que compose la France, qui fait partie, bien sûr, de notre richesse. Voilà, je ne vais pas faire plus, mais en tout cas, je considère aujourd'hui, et les relations qui sont avec le COJO sont très bonnes. En tout cas, on fera passer un certain nombre de sages et on sera, en tout cas, nous, au niveau des régions, très attentifs à démontrer ce qu'il faut faire, en tout cas, pour faire en sorte que l'ensemble de la population fasse partie de la fête. Merci. Peut-être première réaction, il y avait la question des moyens. Elle n'est jamais facile à répondre, mais elle est fondamentale. L'exemple donné par Monsieur le maire était assez frappant quand même. 20 millions mis par le département, c'est la même somme que la somme mise en place par l'Agence nationale du sport. J'imagine, j'espère, qu'il y a une montée en puissance des crédits d'ici 2024. Est-ce que là-dessus, il y a une certaine lisibilité? Peut-être sur le travail partenarial également que vous avez mentionné, et puis la question, vous l'avez abordée, mais on voit bien que c'est très présent, la question de l'héritage, et notamment à travers les équipements. Merci, Président. Oui, alors je pense qu'il faut effectivement identifier l'action, notamment à travers celle de l'Agence nationale du sport, sur la politique sportive dans son déploiement opérationnel, sur le champ du développement et du haut niveau. On a créé l'agence avec un budget à 280 millions d'euros. On est aujourd'hui à un budget 2022 à 451 millions d'euros. Donc c'est assez rare de voir une progression de cette force-là en l'espace de 3 ans. Alors bien sûr, il y a un contexte depuis 2 ans compliqué qui a nécessité des arbitrages forts, notamment en matière de relance, mais qui ont été fléchés vers des logiques
prioritaires et qui favorisent le développement et qui rejoignent d'ailleurs l'ensemble des interventions. Dans cette relance, il y a eu l'aide aux clubs sportifs, il y a eu également l'aide à la rénovation énergétique des équipements sportifs, et là aussi c'est un enjeu très important. Puis il y a eu le développement de l'emploi sportif. Donc ça a bien été ciblé dans une logique d'urgence, mais pour favoriser la relance de la pratique sportive de manière continue. Donc après, concernant les moyens, vous savez, on a un double objectif. Alors ça a été rappelé par Kamel Chibli. On est sur une compétence partagée pour lequel le financement national, finalement, est assez relatif au vu de l'investissement compilé de l'ensemble des financeurs du sport, au premier rang desquels, bien sûr, les collectivités locales. C'est la raison pour laquelle, on peut souligner l'augmentation des crédits nationaux, mais on a surtout pour objectif de mieux se coordonner collectivement. Et c'est un peu le sens à la fois d'une gouvernance partagée au niveau national, c'est ce qu'on vit au quotidien à travers l'ensemble des actions de l'agence, à travers les commissions qui animent l'agence, dans lesquelles il n'y a pas une commission sans qu'un représentant élu technicien des collectivités, du mouvement sportif, de l'État et du monde économique soit autour de la table pour être là aussi, et ça a été dit par Michael, meilleur ensemble. Et puis, il y a cette logique au niveau territorial, parce qu'au-delà de la définition des stratégies, des dispositifs nationaux, il y a effectivement notre coordination territoriale sur les financements des uns et des autres. Parce que là encore, il peut y avoir effectivement un grand équipement ou une ou un élu qui a la bonne identification des aides existantes. Et puis, parfois, il peut y avoir des acteurs qui sont moins centraux, qui ont moins accès aux dispositifs départementaux, régionaux, nationaux. Et là, effectivement, il y a nécessité d'avoir une structure qui permette d'évaluer la nécessité et la pertinence d'un projet à l'échelle du territoire et de pouvoir tout simplement y intervenir de manière commune pour favoriser et accélérer le développement de... Alors, on parle souvent d'équipements parce que c'est le plus coûteux, mais il n'y a pas que les équipements, parce que derrière les équipements, il y aura l'animation de ces équipements, il y aura leur gestion, il y aura effectivement ce qui va nous permettre de développer la pratique. On en parle souvent, c'est la professionnalisation du sport. Il y a aussi, et on n'en parlait pas plus tard que ce matin avec la présidente du comité olympique, le soutien au bénévolat, de manière à ce que le bénévolat se poursuive et donc qu'on ait un développement équilibré. C'est ça qui fait aussi la force du sport en France, entre la place des bénévoles et l'accession à de la professionnalisation qui créera de l'emploi. Et on est d'ailleurs dans un secteur sport qui a une dynamique de création d'emplois beaucoup plus forte que dans plein d'autres secteurs de la société, et donc équilibré entre bénévoles et professionnels. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne. Donc sur les moyens, pour nous, le comparatif qu'on peut faire, si on doit le synthétiser de manière extrême, c'est 280 millions en 2019 contre 451 en 2022. Monsieur Aloïzou, peut-être un mot à ce stade. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. On vous entend là. Peut-être pour compléter mes propos tout à l'heure suite aux différentes interventions, je pense que la force des jeux, c'est d'abord d'avoir un effet mobilisateur. Ça fixe une deadline qui nous oblige tous à faire peut-être plus que ce qu'on aurait fait. Ça, c'est le premier effet, à mon avis, de Paris 24, et on le vit tous les jours. Personne n'a envie de louper le train des Jeux, tout le monde a envie de se préoccuper de comment on va rénover son centre de préparation des Jeux, comment on se mobilise pour les volontaires. Donc il y a cet effet mobilisateur à travers cette deadline très forte qui quelque part a un effet accélérateur sur sans doute des choses que nous aurions peut-être faites, mais que nous aurions mis plus de temps à faire. Le deuxième intérêt des Jeux, c'est sans doute sa capacité unique à fédérer les différents acteurs. Ça a été dit par tout le monde. Aujourd'hui, les Jeux, ça rassemble tout le pays. C'est les territoires, c'est les acteurs politiques au-delà de toutes les sensibilités, c'est les organisations syndicales qui travaillent avec nous comme les grands groupes, c'est les étudiants comme les athlètes, c'est les ONG. Et c'est assez rare, voire peut-être unique dans le pays, d'avoir un projet positif qui permet de rassembler tout le monde. Donc ça, c'est sans doute le deuxième effet de Paris 24. Et le troisième, on en parlait tout à l'heure, c'est ce coup de projecteur. On ne parlera jamais assez des bienfaits du sport et on en a besoin. Pour vous donner un exemple, on avait prévu le 11 janvier, alors ça a été décalé suite à la situation, un temps de communication autour des Jeux paralympiques et du handicap auquel on avait confié l'ensemble des médias français. Tous les médias ont répondu présent
au plus haut niveau de représentation. Ça tiendra finalement le 31 mars. C'est important, on va avoir besoin de faire parler du sport, de ses bienfaits dans toutes ses dimensions, et il faut que collectivement, on l'utilise pleinement. Donc ça, c'est vraiment la dynamique qu'on a envie de créer, d'impulser. Bien évidemment, Tony Estanguet l'a rappelé, on est, nous, dans notre cœur de métier, préoccupés par la livraison de ces 869 épreuves, mais on est à la disposition de tous les acteurs pour essayer d'en faire plus tous les jours, avec peut-être un ou deux exemples. On parlait de l'intérêt des territoires et du fait de les connecter à l'aventure. On va lancer bientôt le programme des volontaires. Notre première préoccupation, ça a été de nous dire, mais finalement, comment, avant d'ouvrir la campagne grand public, ce qui se fait traditionnellement, finalement, on se tourne vers nos territoires, les collectivités hautes, les terres de jeu, pour qu'ils nous fassent remonter leurs appels à projets. Et on va traiter ça en priorité. Donc on a lancé ces dispositifs, et les territoires qui sont intéressés peuvent d'ores et déjà nous faire remonter leurs projets qu'ils pourraient porter autour du programme des volontaires. Voilà encore un exemple de ce qu'on fait au quotidien. Michel Savin. Merci, Président. Moi, je crois que le Frédéric Sanor là, vient de le dire. Je ne vais pas revenir sur le budget, mais on voit bien que la mobilisation des collectivités dans le cadre de terres de jeu est présente, notamment sur la création et la construction des infrastructures pour le développement du sport. Mais dans les infrastructures, il faut aussi de l'animation. Donc moi, la question, c'était plutôt sur la présidente du comité olympique. Comment les fédérations et les clubs accompagnent aussi terres de jeu, parce que c'est bien un ensemble qui doit se passer. Les collectivités qui sont mobilisées, on le voit dans terres de jeu, les départements, les régions, les intercos, les communes se sont mobilisées, se sont inscrits dans terres de jeu, ont mis des programmes aussi d'investissement plus ou moins importants sur leur capacité financière, mais derrière tout ça, il faut que le monde sportif s'engage. Donc c'était plutôt la question, se diriger plutôt vers la présidente pour voir comment les fédérations ont mis en place l'accompagnement, le développement de terres de jeu sur les territoires avec l'ensemble des structures associatives, parce que le constat qu'on peut faire sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, terre de jeu est plutôt une mobilisation uniquement autour des collectivités, et que le monde du sport est un peu absent de terre de jeu dans les discussions, dans les préparations, dans la programmation même des événements. On est vraiment souvent très limité, non, mais rassemblé autour des collectivités, et que le monde du sport est, on le sent, pas encore totalement mobilisé. Donc c'était plutôt cette question à Madame la Présidente. Merci, Monsieur Savin, de cette question qui est très importante, et ce qui rejoint ce que vous disiez, Kamel, sur personne n'a envie de rater la fête, et surtout pas le mouvement sportif, parce que alors quelle tristesse ça pourrait être si jamais nos 17 millions de pratiquants, nos 150 000 clubs et 3,5 millions de bénévoles en fait participaient pas à cette fête. Et c'est des discussions que j'ai eu la chance d'avoir très très rapidement avec Tony Estanguet et ses équipes, avec Michael, pour dire en fait on a juste un souci, on avait, parce qu'on l'a évidemment plus, c'était de se dire en fait finalement on a l'impression depuis 2 ans que Paris 2024 a embrayé le pas, justement avec les collectivités, avec les programmes qui sont d'une grande qualité, et puis finalement vous êtes partis, et le CNOSF a l'impression, en tout cas avec les fédérations, qu'on n'a pas pris le train, et finalement on s'est rendu compte que Paris 2024 nous attendait, et nous on attendait Paris 2024, et que tout le monde finalement s'attendait, et tout simplement parce que en fait on avait conçu quand même ensemble ces programmes-là, parce que moi je faisais aussi partie de l'ancienne équipe, et je me rappelle très bien ces moments où on se posait la question de c'est quoi des jeux réussis, quel programme on pouvait faire. Donc il était vraiment un peu urgent qu'on puisse se mettre ensemble et de se dire de quelle manière on pouvait partager ça. Donc la première chose que le CNOSF a fait, c'est de prendre sa part, parce que c'était important, et donc de demander aux fédérations d'accélérer en fait leur labellisation aussi, puisque au départ on avait à peine 40 fédérations qui étaient labellisées justement par 2024, et donc là on est à plus d'une 60aine. Donc parce que vous le savez, ce qui est aussi important, c'est qu'il y a 36 fédérations olympiques, mais on en a aussi 108 au total, hein. Et donc le CNOSF, c'est pas un réseau de 108 fédérations, c'est une tête de réseau de 108 fédérations, et on doit prendre notre rôle de leader sur ce point-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a déjà enclenché le pas là depuis. Je rappelle juste quand même que ça fait que 6 mois que j'ai été élu, et c'est vrai que il y a 3 Jeux olympiques dans l'Olympiade, plus une actualité très très palpitante qui prend beaucoup de temps, et qui fait que
même si on est déjà mobilisé sur Paris 2024, voilà, on est en train de le faire. Donc concrètement, ça se matérialise de quelle manière? Il y a déjà des visions qui sont organisées avec ces fédérations qui sont labellisées, évidemment avec les équipes de Paris 2024. Et ce qu'on a renforcé surtout, en fait, c'est que dès qu'il se passe quelque chose sur le territoire, en fait, on puisse impliquer les fédérations. Et comme vous l'avez dit aussi très bien, c'est pas le CNESF et les fédérations qui vont inventer l'eau chaude sur tout ça. Il y a déjà beaucoup de clubs qui sont mobilisés. Le but, c'est de créer cette émulation et je pense vraiment que c'est le rôle du CNESF de le faire. Donc, on est en train vraiment de le faire. Et juste pour conclure, mais j'en parlerai quand on sera sur la table ronde sur la gouvernance parce qu'il y a tout un pan sur ça. On a aussi une action qui s'appelle En route pour Paris 2024, qui est une action qu'on est en train d'articuler avec aussi la tournée régionale d'un programme de Paris 2024 pour justement, alors moi j'avais parlé dans mon programme des états généraux des clubs et en fait l'idée c'était d'avoir 13 dates dans 13 régions avec le fait justement d'embarquer tout le monde, avec la promotion de toutes les disciplines et de pouvoir de cette manière-là en fait faire vivre ces jeux-là. Et juste pour conclure, moi c'est quelque chose que j'avais vécu dans le cadre de la Coupe du Monde de 2019 où finalement si on ne va pas effectivement auprès des acteurs en leur demandant de nous montrer leur programme de mobilisation, et ben finalement en fait on se mobilise pas vraiment et comme vous le disiez on est dilué en fait parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'entités dans notre écosystème et finalement les choses elles bougent pas beaucoup. Donc l'idée c'est vraiment qu'on puisse accompagner les fédérations dans cette mobilisation et donc on a aussi créé un comité stratégique de mobilisation qui est piloté par Marie-Françoise Potreau, notre vice-présidente en charge justement de Paris 2024 et également Jean-Michel Cléroy qui est le président de la fédération de tir à l'arc. Donc voilà, on a embrayé le pas, on est bien conscient qu'il faut qu'on accélère le pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on travaille vraiment main dans la main avec Paris 2024 et j'ai envie de dire, ça y est, le train, on l'a pris et ça va se concrétiser là cette année avec des actions dans lesquelles on sera pleinement impliqué. Nous sommes heureux d'accueillir Michel Cadot, délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Jean-Jacques Lezac. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, c'est plutôt une observation qu'une question, mais une observation qui peut entraîner des réactions. Une observation qui correspond à un vécu et notamment à des échanges avec nos collègues élus locaux, élus de terrain avec qui nous sommes en relation, je dirais, au quotidien. Je dirais tout d'abord que moi j'ai le sentiment que plus on approche de 2024, plus on approche des JO, et plus alors c'est un on très large et très collectif, et plus on est demandeur et exigeant vis-à-vis de l'héritage olympique. Plus les journées passent et plus j'ai ce sentiment-là, c'est-à-dire que par-delà l'événement parfaitement organisé, être dans le top 5 au niveau des médailles, 3 millions de pratiquants supplémentaires, etc., des JO éducatifs, inclusifs, durables et tout ce qu'on veut, créateurs d'emplois. Maintenant, il y a donc cette nouvelle ambition qui arrive, c'est-à-dire la valorisation des territoires. Ambition nouvelle et très difficile à mettre en œuvre. Parce que si on prend par exemple comme dernière référence les JO d'Albertville, c'est la dernière référence pour nous, les relations entre les JO et les territoires, c'était quoi? C'était essentiellement le parcours de la flamme, et puis c'était d'autre part des relations avec la région qui accueille. Donc en l'occurrence, c'était la région Rhône-Alpes qui a, c'est vrai, très largement bénéficié en termes d'infrastructures, notamment autoroutières et ferroviaires de ces Jeux. Alors maintenant, la situation est différente et il reste des choses à inventer, notamment à travers Terre de Jeux et le centre de préparation des Jeux. Et moi, il me semble que la revendication majeure des élus locaux, par-delà le fait que ça doit être une grande fête pour tout le monde, pas simplement pour l'Île-de-France, pour Marseille ou pour Tahiti, et notamment dans un contexte qu'on espère de post-pandémie, c'est aussi, me semble-t-il, pour eux, pouvoir bénéficier d'équipements sportifs durables, de qualité, et qui vont servir après les JO 2024. Pour organiser d'autres événements, pour recevoir des centres de formation, pour recevoir leurs clubs locaux, voire des équipes nationales, étrangères, etc. Je crois que c'est surtout ça, me semble-t-il, ce qui prédomine dans les préoccupations des élus locaux.
Tout à l'heure, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Vous parliez de 2600 identités locales. Ça veut dire d'ores et déjà des milliers d'élus locaux directement concernés par terre de jeu. Et croyez-moi, quand vous êtes sur un département rural où le territoire qui a été retenu, c'est par exemple le périmètre autour de la ville-préfecture, c'est tout le département, en fait, qui se sent terre de jeu, qui se sent labellisé. Et puis enfin, je termine pour rebondir sur ce que disait M. le Président du Sénat tout à l'heure à propos des CREPS, parce que je crois que là, il y a une opportunité à saisir. Les CREPS ont connu une décentralisation qu'on peut dire globalement réussie. Ils ont été régionalisés, je crois que tout le monde est à peu près satisfait, sauf peut-être les territoires où il n'y avait pas de CREPS. Mais enfin, il y a eu quand même des solutions de substitution qui sont en train d'être trouvées. Et je crois qu'il y a une opportunité à saisir en termes de mission, en relation notamment avec l'INSEP, le réseau Grand INSEP, etc., pour une sorte de réorientation plus ambitieuse vis-à-vis des territoires concernés. Notamment en termes de sportifs de haut niveau et de formation. Et là, je pense aux relations avec les clubs des territoires concernés. Alors, bien évidemment, en termes de partenariat, de contractualisation, et pas avec tous les clubs, bien évidemment, mais avec les clubs volontaires, motivés, et les clubs d'un certain niveau. Mais je crois que là, il y a une occasion, une opportunité à saisir pour redonner un nouvel élan aux CREPS en termes de vocation. Est-ce que vous voulez réagir sur ce point ? Je passe la parole à Philippe Folliot, sénateur du Tarn, mais aussi président de l'amicale du rugby et talonneur de l'équipe des parlementaires. Merci, Monsieur le Président. J'aurais une remarque et une question à poser. Ma remarque préalable est dans le droit fil de celle qui vient d'être faite, c'est qu'effectivement, on demande beaucoup aux jeux. Et moi, j'ai une intime conviction, c'est que ces jeux, d'ores et déjà, on peut dire, je suis sûr, ça va être une réussite en matière d'organisation, une réussite en matière, je veux dire, populaire, de succès, de billetterie, etc., et de nombre de spectateurs. Ça va être une réussite en termes d'animation sur le territoire, parce qu'on le pressent. Mais un des enjeux pour notre pays, c'est est-ce que ça sera une réussite au niveau de la performance sportive et qui se traduit par le nombre des médailles. Et c'est tout l'enjeu de la préparation des athlètes, de l'engagement des fédérations par rapport à ça. Alors, ce n'est pas le thème de notre conférence aujourd'hui, mais malgré tout, je pense qu'il est important de souligner ça. Et le deuxième, ma question, elle est très, très simple. Elle fait référence effectivement à un événement qui va se dérouler quelques mois avant, qui est France 2023, donc la Coupe du Monde de rugby. Et je voulais savoir la nature des liens et des relations qu'il peut y avoir donc avec le comité d'organisation de France 2023 et le COJO. Comment on peut profiter donc de France 2023 pour mettre en valeur donc les Jeux Olympiques et aller vers une mutualisation positive, d'autant plus que les Jeux Olympiques sera essentiellement Île-de-France par rapport aux épreuves, mais la Coupe du Monde du rugby sera, elle, étalée plus longtemps sur le temps et sur l'ensemble du territoire national. Et donc, comment peut-on essayer de trouver une dynamique vertueuse entre ces deux événements qui sont l'événement le plus populaire et le plus suivi, donc, que sont les Jeux Olympiques, et le troisième événement le plus suivi en termes de nombre de téléspectateurs à l'échelle mondiale, donc, est la Coupe du Monde de rugby. Je crois qu'en rugby, on dit que c'est une belle ouverture, l'intervention du sénateur Folliot. Qui veut répondre quand même sur le lien entre la Coupe du Monde de rugby et les JO ? Eh bien, déjà une proximité naturelle. Notre directeur général, Étienne Thobaud, était directeur général de la Coupe du Monde de rugby en France en 2007. Donc il y a une sensibilité et une proximité parce qu'ils se connaissent bien sur ces sujets-là. La personne qui a initié le projet de candidature, Bernard Lapassé, que vous connaissez, avait forcément aussi un lien très particulier avec le rugby, donc il y a une proximité naturelle. Il y a régulièrement des échanges sur des sujets assez opérationnels, déjà de mise en cohérence de nos calendriers, des questions de billetterie, de lancement de dispositifs, comment les choses se complètent, s'articulent et ne se font pas concurrence, et puis aussi des réflexions sur certains sujets très concrets comme les volontaires.
comment les volontaires, même si les programmes ne sont pas de la même dimension entre la Coupe du Monde de rugby et Paris 24, quelle passerelle on peut faire entre ces dispositifs-là. Donc les relations sont bonnes, il faut qu'on continue à les nourrir pour au maximum créer une dynamique avec ces deux grands événements, 23-24, pour que ça renforce l'élan du pays autour du sport. Alors pour terminer, moi j'ai juste une dernière question sur la question des territoires, mais il y a un acteur des territoires que je crois personne n'a mentionné, et je vais me permettre de le faire, c'est les écoles. Les écoles au sens large, c'est-à-dire de la maternelle au lycée. Alors, Tony Estanguet, dans son propos, avait parlé de la semaine olympique et paralympique qui s'est achevée, c'est ça, hein, terminée. Qui s'achève à la fin de la semaine. À la fin de la semaine. Nous sommes en plein dedans, alors au contraire. Exactement. Bon, ceci dit, c'est intéressant, au-delà de cette semaine, qui est une semaine de lancement, justement, de se projeter sur la suite et de l'implication du système scolaire dans les Jeux olympiques. Alors, ça se fait à différents niveaux. Il y a le travail qui a été fait avec l'État sur le label Génération 2024 pour labelliser les établissements. C'est intéressant aussi de voir que ça a été l'occasion de se poser la question du lien entre ces établissements et le mouvement sportif, en disant mais finalement, un des critères de labellisation, ça doit être la capacité qu'a l'établissement à s'ouvrir potentiellement aux clubs locaux, notamment en matière d'équipement sportif. Donc il y a ce travail-là sur la labellisation pour créer cette dynamique. Et au-delà de ça, le sujet des 30 minutes, ça a été mentionné tout à l'heure. Le président de la République a annoncé la volonté de généraliser les 30 minutes d'activité physique à l'école, et on travaille avec l'Agence nationale du sport sur des kits qui sont en train d'être mis à disposition des écoles. Donc on finance plusieurs milliers de kits sportifs pour équiper les écoles et faire du sport. Et puis il y a cette semaine olympique et paralympique, il y a un coup de projecteur où une fois par an on a besoin de faire parler de ces sujets de sédentarité. Alors, on avait le renfort cette année de Thomas Pesquet qui nous a considérablement aidé, mais on se rend compte qu'on ne parlait pas jusqu'à présent de cette question de la sédentarité des enfants. Et c'est aussi une des vertus de Paris 2024 et de ce coup de projecteur, c'est que ça permet de traiter les sujets et d'avancer ensemble. Donc Génération 2024, ça fonctionne plutôt bien. On collabore vraiment avec l'État, le comité olympique, le comité paralympique, à la fois sur la label, mais aussi sur l'événement Journée olympique.